Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Togo en marche. Dans des produits made in Togo ou simplement fabriqués sur place, vous en connaissez, on les retrouve dans le vestimentaire, dans les services, mais aussi dans l'agroalimentaire. Mais seulement, combien d'entre nous, vous et nous, consommons ces produits? Qu'est-ce qui explique la lenteur de l'adhésion des populations aux produits fabriqués sur place à partir de nos matières premières locales? Le sujet retient notre attention ce soir avec un focus sur le monde agroalimentaire et nous en parlons tout de suite sur ce plateau avec les acteurs concernés juste à côté de moi. Ici, vous avez M. Marc Ntimo, il est ingénieur agronome, directeur général de Citrapat, société industrielle de transformation des produits agricoles tropicaux, c'est bien cela? C'est bien ça. Bonsoir Monsieur Timon. Bonsoir Monsieur Pierre. Merci d'être les nôtres ce soir. Comment se porte Citrapat? Merci Monsieur Pierre. Je voudrais vous dire un sincère merci pour l'occasion que vous nous donnez ce soir de présenter Citrapat aux téléspectateurs, aux consommateurs togolais. Et pour revenir à votre question, je dirais, Citrapat va bien. Et juste à côté de M. Timon, nous avons Komi Gagnon Sogbo. Il est le directeur adjoint de Afrique Excel. M. Sogbo, bonsoir. Bonsoir, M. Pierre. Merci de vous déplacer depuis Adangbe, c'est cela? Oui. Pour être sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup. Alors, comment se porte Afrique Excel? Merci à vous, M. Pierre, pour l'opportunité que vous nous apportez d'être sur ce plateau pour parler de notre structure. Oui, Afrique Excel se porte à merveille. Se porte à merveille. Et donc les deux structures sont dans l'agroalimentaire, juste un pas de ce qui se fait dans ce monde d'entrepreneurs au Togo. Juste en face d'eux, nous avons à l'extrême Monsieur Emmanuel Sogadji, qui n'est plus à présenter. Il est le président de la LCT, Ligue des consommateurs togolais. Monsieur Sogadji, bonsoir. Bonsoir Pierre. Malgré votre agenda quelque peu chargé, vous avez tout fait pour être ici ce soir. Merci d'être là. C'est un plaisir pour servir les téléspectateurs. Voilà. La Ligue des consommateurs togolais, comment est-ce qu'elle se porte? La Ligue des consommateurs du Togo est une organisation de la société civile et qui travaille dans le domaine de la promotion, la défense et la protection des droits des consommateurs. Et comme toute organisation, nous pouvons dire que nous nous portons très bien, malgré que nous avons des difficultés d'ordre organisationnel et autres que vous connaissez mieux que moi, mais nous pouvons dire étant donné que nous, les membres qui animons la vie de la structure, nous nous portons très bien, nous rendons grâce à Dieu. Ça veut dire que l'association, elle aussi, se porte à merveille. Et juste à côté de M. Sogadji, nous avons Madame, elle est docteur Akakboda Afi Akpene, elle est technologue alimentaire. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Monsieur Pierre. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être sur ce plateau ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous avez une plateforme de promotion des produits locaux où vous êtes conseiller d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous faites dans cette structure concrètement? Merci Monsieur Pierre. D'abord, je rappelle que la plateforme Je consomme local est une initiative de Monsieur Jean-Paul Tako qui vient déjà appuyer les efforts qui se font déjà dans le pays pour promouvoir la consommation des produits locaux. Et donc, vous êtes dans cette plateforme où vous apportez votre expertise en tant que technologue alimentaire. Oui, c'est à peu près ça. Et également, je rappelle que récemment, vous avez soutenu votre thèse de doctorat sur le système technologique et caractérisation qualitative du poulet fumé artisanal au Togo. De quoi avez-vous concrètement parlé dans ce travail de recherche? Alors, dans mes travaux de thèse, étant donné que tout mon parcours de technologue alimentaire, il a s'agi de caractériser les produits traditionnels qui se font chez nous pour ensuite voir dans quelle mesure les optimiser ou leur ajouter de la valeur pour mieux les valoriser, étant donné que les styles alimentaires des populations ont grandement évolué.
Donc, dans ces travaux, nous avions caractérisé comment ça se fait traditionnellement, les poulets fumés, quels sont les facteurs qui influencent la qualité du produit fini et comment on peut optimiser pour avoir un produit qui répond aux normes quant à la qualité sanitaire. Et parlant justement de la qualité, vous êtes là pour porter votre regard de technicien d'analyse sur ce qui se fait dans les deux industries représentées ici ce soir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre ce sujet qui retrace un peu le monde de l'agroalimentaire au Togo avec un focus sur la Citrapat et Afrique Excel. Suivez. Chaque jour en franchissant le seuil de cette usine, Marc, DG, a toujours un réflexe. D'abord s'assurer de la présence du personnel, puis des mises au point avec le machiniste. Un maillon essentiel dans le fonctionnement de la structure. Dans cette société industrielle de transformation des produits agricoles tropicaux, on travaille le maïs comme matière première. Le processus de transformation commence à partir d'ici. Si nous réceptionnons le maïs, c'est la faute de réception. Une fois le maïs est arrivé, on fait des contrôles visuels pour voir si le maïs est de bonne qualité. Si la qualité est, nous procédons au déchargement. Le processus de pré-nettoyage a 3 étapes. La première étape consiste à faire le vannage, c'est-à-dire de séparer les grains de maïs de tout élément léger. Après cette étape, la deuxième étape consiste à enlever tout ce qui est comme cailloux ou bien pierre contenant le maïs. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape consiste à enlever tout ce qui est comme débris de fer. Donc, après ces 3 opérations, nous avons un maïs propre, maintenant qui est stocké dans les silos. Et après son stockage, il est convoyé directement à l'unité de production pour sa transformation. Suivent les différentes étapes pour aboutir à de gammes diversifiées des produits dérivés du maïs. Citrapat, ici, nous transformons aujourd'hui le maïs en 2 produits. La semoule qui est destinée à la consommation comme aux industries brassicoles et la farine qui est destinée à la consommation humaine. Nous avons un sous-produit qui est le son destiné à l'alimentation du bétail. Processus, la qualiticienne est là pour veiller à la qualité de la production. Ici, nous sommes à l'étape finale de notre chaîne de production. Et nous sommes dans la salle du conditionnement, c'est-à-dire la mise en sachet du produit. Avant ça, nous procédons au dernier réglage, c'est-à-dire à la qualité du produit. Je vérifie l'aspect du produit. Est-ce qu'il est propre? Il n'y a rien de conforme dans le produit. Après ça, nous procédons à la couture des sacs. Il y a l'équipe de chargement pour disposer les sacs sur les palettes et on les met dans le magasin de stockage. Mon rôle ici en tant que responsable qualité, c'est d'assurer la qualité du produit, c'est-à-dire de la matière première jusqu'au produit fini. Une application de la norme, notamment nous sommes en industrie agroalimentaire, la norme 22000. Et
la mise en application des règles d'hygiène. Avant de rentrer dans l'usine, il faut porter les EPI, se laver les mains, se désinfecter les mains avant de toucher aux produits. Mais pas seulement. Citrapat s'est doté des technologies de dernière génération pour être à la hauteur de son engagement. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été nécessaires à l'installation de cette entreprise. Marc, ingénieur agronome de son état, s'y est engagé après une expérience dans la production des intrants. Nous nous sommes rendus compte qu'au Togo, on produit assez de maïs et c'est notre aliment de base. Malheureusement, c'est une transformation artisanale. Et qui parle de transformation artisanale, la qualité n'est pas garantie. Il faut mettre sur pied une usine qui pourrait quand même capter tout ce qui est surplus de production de maïs et transformer cette production et fournir une farine de qualité à la population togolaise. Quand la cargaison de la matière première arrive, nous contrôlons la qualité du maïs. Premièrement, nous voyons si le camion est propre, la propreté des sacs, la qualité physique du maïs. Nous prélevons quelques sacs pour faire notre analyse au labo. Après, si elle répond aux exigences, nous donnons le OK pour le déchargement. Et après le déchargement, elle suit un processus du pré-nettoyage. Après, nous avons un deuxième nettoyage qui est dans la salle de production. La matière première qui est stockée dans le silo, nous vérifions quelques paramètres au labo avant de lancer la production. La vision contribue à la réduction de la dépendance agroalimentaire. Jusqu'ici, la facture des importations de biens de consommation, qui représente plus de 392 milliards de francs CFA, est essentiellement dominée par les produits agroalimentaires qui mobilisent environ 158 milliards de francs CFA en 2019. Il faut donc renverser la tendance. Le partenariat public-privé reste l'un des moyens pour y arriver. Relier les agriculteurs aux consommateurs à travers un secteur agroalimentaire dynamique, les décideurs l'ont bien inscrit en bonne place dans le plan national de développement et dans la nouvelle feuille de route gouvernementale. L'inauguration de la plateforme industrielle d'Adétikopé et de bien d'autres unités de transformation en sont une illustration. La plateforme industrielle d'Adétikopé est tout un ensemble qui voudrait que nous puissions aller à un changement de paradigme. Notre pays, le Togo, produit du coton. D'autres productions sont là, notamment le soja, du bois, etc. Il est question de créer des chaînes de valeur sur ces matières premières que nous avons jusque-là exportées de façon brute. Donc l'exportation de la matière première brute signifie tout simplement que nous exportons nos offres d'emploi. Le ministère a favorisé le contact avec les producteurs et particulièrement cette année, il y a eu des zones qui ont été aménagées par le ministère et tous les producteurs qui devaient faire le maïs, le ministère les a envoyés vers nous pour qu'ensemble on puisse soutenir ces producteurs-là pour exploiter ces zones qui ont été aménagées. Aujourd'hui, nous sortons deux produits. Il y a la semoule que les brasseries appellent le grit, qui entre dans le processus de fermentation de la bière. Et donc, nous visons ce marché des industries brassicoles de la sous-région et puis aussi fournir une farine de qualité à la population togolaise et même de la sous-région. Les premiers qui ont l'information, je crois que nous ne sommes pas déçus, ils trouvent le produit très bien et ils l'adoptent. Maintenant, il faut apporter l'information à toute la population, s'est intéressée à notre projet. Le gouvernement
gouvernement a prévu d'accompagner la création d'au moins 2000 entreprises par an. Celles qui sont déjà opérationnelles tentent de gagner le pari de la qualité de la production. À Dangbe, dans le Zior, Afrique Excel s'est installée. Elle fait dans la transformation de l'ananas. En fait, nous travaillons avec un fournisseur en Europe. En 2011, il a eu quelques problèmes. Il ne pouvait plus prendre en fait des ananas que nous produisions et que nous lui livrions en fait. À un moment, la situation était telle que on a dû décider de ne pas laisser sur le carreau tous les producteurs avec lesquels nous travaillions à l'époque. Nous avons décidé d'accompagner les producteurs en créant une usine et pour pouvoir leur acheter la matière première et créer ainsi une chaîne de valeur. Nous avons aussi compris qu'en agriculture, produire n'est pas la finalité. Il faut avoir un marché. Donc, ce qui nous a amené à mettre en place une unité de transformation. Nous produisons, nous montrons aux producteurs comment produire, mais nous avons également une unité de transformation qui prend en compte les exigences des producteurs. Ceci nous permet d'avoir un marché sûr et il peut tranquillement produire et vendre à notre structure de transformation. D'agents animent la vie de cette entreprise. En moyenne, 5 à 7 tonnes d'ananas sont transformées par jour. Le défi, rendre disponibles les produits et accroître la production. Améliorer la productivité de ce secteur, c'est augmenter le revenu, stimuler l'emploi et lutter contre la famine. Le MIFA, ou mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques, apporte son appui dans ce sens. Nous avons eu un financement par le biais de MIFA, la BOA, ce qui nous a permis de réaliser des travaux, d'investir plus de 100 millions dans les équipements, histoire d'être plus efficace dans la transformation et d'assurer la sécurité de nos consommateurs. Nos locaux à Lomé qui comportent une dizaine d'employés et au niveau de l'usine une quinzaine et quelques personnes qui ne sont pas des permanents mais qui travaillent avec nous, qui sont une vingtaine également. Au total, nous employons aujourd'hui une cinquantaine de personnes. Nous avons à ce jour plus de 1000 producteurs avec lesquels nous travaillons dans la préfecture de Zior essentiellement. Et nous les organisons en coopérative et donc nous travaillons avec ces coopératives. Nous les suivons dès le départ, c'est-à-dire nous avons des assistants techniques qui vont sur le terrain. Donc même s'il n'y a rien, nous veillons à ce que ce soit une production biologique. Gagner le pari de la transformation agro-industrielle, c'est aussi miser sur la modernisation du secteur agricole togolais. La mécanisation de l'agriculture reste un objectif à atteindre pour justement booster la production et viabiliser les chaînes de valeur. Et nous voici de retour sur ce plateau avec la même configuration. À côté de moi, nous avons M. Ntimon, qui est le directeur général de Citrapat.
Monsieur le directeur, comment est-ce que vous êtes arrivé à asseoir cette usine de transformation et vous avez misé sur la spéculation maïs? Pourquoi le choix de cette spéculation? Bien, merci Monsieur Pierre. Je crois, comme votre interview l'a bien dit, nous sommes agronomes de formation et ça fait un peu plus de 20 ans que nous travaillons aux côtés du monde des producteurs agricoles sur les questions de la santé des plantes. Et donc, tout de suite, nous nous sommes rendus compte que la culture du maïs était la plus importante du Togo. De par la superficie que le maïs occupe, de par la population qui la pratique, plus de 2 millions de personnes, et enfin, l'importance de cette culture dans l'alimentation des Togolais. C'est notre aliment de base. Quand le bol de maïs augmente, tout le monde le sait au Togo. Donc, mais il y a un paradoxe. Quand la production est bonne, les producteurs ont le produit sous la main. Et la conséquence, que l'année suivante, ils sont découragés et ça crée des pénuries, comme ça a été le cas cette année. L'autre paradoxe, c'est que jusqu'ici, la transformation du maïs est restée traditionnelle, avec un niveau d'hygiène quand même pas très satisfaisant. Et donc nous nous sommes dit qu'il fallait quand même apporter une solution à ces deux préoccupations, c'est-à-dire mettre une unité en place qui devait quand même pouvoir prendre le surplus de production pour transformer et au même moment fournir un aliment de qualité à la population togolaise. Vous avez pu voir tout le contrôle qui s'est fait. Et malheureusement, le reportage n'est pas allé très loin. Le contrôle s'est fait depuis le champ. Depuis le champ, nous suivons des producteurs qui, depuis le semis, on les donne des indications par rapport à quelle date il faut semer pour éviter que la récolte se fasse dans la pluie. Parce que quand il pleut sur le maïs qui est à maturité complète, ça fait développer une maladie très dangereux malheureusement, l'aspergillus qui produit ce qu'on appelle aflatoxine, qui est un problème de santé publique. Il est cancérigène pour le foie. Donc nous suivons les producteurs depuis ce temps, même le transport. Quand vous prenez les transporteurs prennent notre maïs, ils ne doivent pas transporter autre chose pour éviter les contaminations. Jusqu'à ce que ça arrive à l'usine, et là on fait le contrôle, aflatoxine, humidité, inspection physique, tout ça. C'est quand toutes ces mesures donnent un résultat satisfaisant que nous entamons le processus de pré-nettoyage et ainsi de suite. Donc voilà comment l'idée est venue. L'idée nous est venue de pouvoir valoriser cette culture qui est très importante pour notre pays parce que c'est un aliment de base. C'est parce qu'elle occupe plus de 2 millions de producteurs et en plus elle occupe aujourd'hui près d'1 million d'hectares par an. Et voilà. Et donc vous avez opté pour sa transformation, mais les produits finis, à qui sont-ils destinés? Est-ce que c'est destiné aux Togolais ou bien c'est exporté? Comment est-ce que ça se passe? Bien, il faut dire tout de suite que nous sortons deux produits. Quand nous mettons une tonne de maïs, nous sortons dans la machine, nous sortons la semoule et la farine. Bien entendu, il y a un sous-produit qu'on appelle le son qui est destiné à l'alimentation du bétail. Donc la semoule est destinée aux industries brassicoles. Vous savez que dans nos pays, il y a une matière première fondamentale qui est l'orge, mais les brasseries font recours à d'autres céréales comme le maïs, le riz ou parfois le sorgho pour brasser la bière.
Donc cette semoule est destinée aux industries brassicoles et la farine est destinée à la consommation humaine. Pour répondre à votre question, la farine, nous en produisons 50 tonnes jour. 50 tonnes de farine produite chaque jour? Non, ça dit que nous transformons 50 tonnes de maïs par jour. Okay. Donc annuellement, nous pouvons aller jusqu'à 20 000 tonnes. Et au jour d'aujourd'hui, il faut avouer que le marché togolais ne peut pas prendre toute cette quantité. Donc il y a une partie qui est mise sur le marché togolais pour ce qui concerne la farine et l'autre partie, bien entendu, est exportée vers d'autres pays de la sous-région, même un peu vers l'Union européenne, des pays de l'Union européenne. Est-ce que ce qui est mis sur le marché togolais, est-il accessible à toutes les bourses ou comment est-ce que ça se passe? Bon, peut-être les consommateurs diront si c'est accessible, mais nous pensons que la question devait peut-être être posée autrement. Vu la qualité de ce que nous mettons sur le marché, nous estimons que ça devait être accessible. En plus, vous savez, aujourd'hui le produit, le maïs a connu une flambée. Avec 1 kilo de maïs qui est allé jusqu'à 800 francs. Actuellement, ça tourne autour de 800 francs. 800 francs. Ce kilo, quand vous l'amenez au moulin traditionnellement, ce bol, quand vous l'amenez au moulin traditionnellement, vous sortez 1,5 kg. Donc, vous achetez le maïs à 800 francs, vous faites la mouture à 200, ça vous fait 1000 francs, et puis vous sortez 1,5 kg. Non, 1,8 kg. Alors que notre farine de maïs est 2,5 kg est à 1000 francs. Quand vous faites un calcul rapide, vous vous rendez compte que notre farine est aujourd'hui moins chère par rapport. C'est vrai, si demain le maïs tombe à 400 francs le bol, en ce moment. Vous aurez aussi à réviser le prix sur le marché peut-être. On va revenir à vous, mais en attendant, je donne la parole à M. Gagnon. Vous êtes dans la transformation de l'ananas en ces produits dérivés. Pour la petite histoire, comment est-ce que vous êtes aussi arrivé à monter cette unité de transformation? Okay, merci M. Pierre. Afrique Excel, avant, produisait de l'ananas frais que nous livrons à une entité qui l'exporte. Donc, il est arrivé en 2008 une crise économique qui a amené le premier responsable à penser autrement, puisque à ce moment, on était en train de travailler avec des producteurs qui, avant, étaient producteurs d'autres produits. Donc, on les a amenés à nous produire de l'ananas. Donc, notre devoir en ce moment était de leur trouver un marché. Donc, nous avons mis sur pied une unité de transformation. Donc, qui a commencé par prendre les ananas qu'ils produisaient et les transformer. De façon artisanale, vous avez commencé à le faire artisanalement avant de passer à l'étape industrielle, c'est ça ou? Oh non, pas artisanalement, mais on avait des équipements, mais qui n'étaient pas aussi de haute de gamme. Oui, on a commencé en 2011 la transformation et depuis là nous sommes dedans. Et depuis là vous êtes dedans, vous produisez rien que du jus? Oui. Et du jus naturel, du jus naturel. Avec des ingrédients ou comment ça se passe? Oui, en fait, notre matière première c'est l'ananas et nous avons en fait 3 produits qui est dérivé de cet ananas, tous à base de l'ananas. Donc nous avons du jus d'ananas pur, 100% naturel, et avec de l'ananas, nous ajoutons du baobab, qui devient un cocktail de l'ananas et du baobab. En plus, un 3e produit qui est aussi naturel. Aux 2 autres, nous ajoutons du gingembre. Donc ça devient un cocktail ananas au gingembre. Mais ça là, ça existe déjà. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Parce que ces éléments que vous citez là, on les trouve déjà sur le marché avec Afrique Excel. C'est quoi la plus-value? Oui, en fait, ce que Afrique Excel a amené comme innovation, en fait, ce n'est pas au niveau de la transformation.
puisque nous avons déjà ces produits sur le marché, même qui nous viennent de l'extérieur. Mais Afrique Excel va jusqu'à travailler avec les producteurs à la base. Nous les accompagnons avec des techniciens qui les suivent depuis la mise en sol des rejets jusqu'à ce qu'il y ait l'induction florale, qui est le TIF, et jusqu'à la récolte. Donc c'est ce que Afrique Excel amène comme de nouveau. D'accord, nous allons vous revenir, mais en attendant, je donne la parole à la Ligue des consommateurs du Togo avec M. Emmanuel Sogadi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos supermarchés, on a des rayons dédiés aux produits made in Togo, notamment les deux produits dont nous sommes en train de parler actuellement, le maïs qui est transformé en farine, de l'ananas qui est transformé en de jus. Aujourd'hui, est-ce qu'on les retrouve sur le marché? C'est aux responsables de ces deux sociétés qui devaient répondre à cette question, mais comme la question m'a été posée, je vais répondre. En réalité, aujourd'hui... Autrement dit, si vous avez connaissance de ces produits-là, voilà. Oui, bon, pour cette question, je peux dire affirmative. Nous, par exemple, le jus d'ananas, personnellement, j'en consomme. Et je crois qu'il y a plusieurs Togolais qui consomment le jus d'ananas de cette société. Et je voudrais vous féliciter et vous encourager pour ces investissements que vous avez eu à faire dans le secteur agroalimentaire pour notre pays et qui va améliorer un tant soit peu l'image du pays en matière de la production et de la transformation des produits agricoles. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore la culture du consommer local. Mais lorsque vous allez dans les supermarchés, vous trouverez ces produits. Mais dans les boutiques de quartier, ainsi de suite, on n'a pas cette culture-là qui a évolué pour voir qu'un jus d'ananas de telle qualité dont on vient de nous décrire, que vous le trouverez dans une boutique d'à côté. Parce que peut-être cette dernière n'a pas les moyens pour avoir comment on appelle, un réfrigérateur pour garder le produit, pour qu'un consommateur qui viendra à un temps donné puisse l'acheter. Par contre, les supermarchés ont des investissements lourds qui peuvent les aider à les garder au froid. Donc, pour moi, dans les quartiers, c'est un peu rare qu'on puisse les trouver, mais dans les supermarchés, on en trouve, sauf que la concurrence, elle est vraiment rude. Il y a d'autres qui continuent à importer de ces produits-là, de même jus d'ailleurs, et donc les consommateurs sont obligés de faire leur choix sur la base du coût. Mais pour le moment, en toute réalité, les consommateurs n'arrivent pas pour le moment à choisir en matière de la qualité. Il y a certains qui choisissent, mais nous, les consommateurs lambda, nous optons pour le coût plutôt que la comparaison qui devait se faire entre coût et qualité. Nous pensons que c'est un travail qui nous oblige à continuer à sensibiliser, telles que des émissions pareilles, et d'autres qui viendront pour dire aux consommateurs qu'il serait mieux que nous consommons les produits dont nous connaissons les sources, que lorsque nous continuons à consommer les produits dont nous ne connaissons pas d'où ils viennent. Et donc, consommer les produits dont nous connaissons les sources serait mieux que de consommer un produit à des sources incertaines. Mais alors, docteur Akapo, qu'est-ce qui expliquerait le fait que les Togolais sont toujours lents à consommer localement? À votre avis, le coût, le facteur coût expliquerait tout? D'accord, merci Monsieur Pierre. Je voudrais pour ma part aussi féliciter les promoteurs de Afrique Excel et de Citrapat ici présents et de tous les promoteurs d'ailleurs des produits locaux au Togo pour l'effort, le travail formidable qui se fait, et je les félicite vraiment et je les encourage à plus d'initiatives. Alors pour ce qui est de la lenteur, de la spontanéité d'un consommateur à aller vers ces produits, il y a évidemment le coût, le pouvoir d'achat des populations, comme vient de le dire M. Sogada.
le pouvoir d'achat des populations, nos produits ne sont pas encore suffisamment compétitifs en ce qui concerne le coût et la disponibilité. Parce qu'en posant la question à des gens, on a bien envie de s'en procurer, mais des fois tu en prends et d'autres fois tu n'en trouves plus et tu ne sais plus où se situer vraiment par rapport à où te procurer ces produits-là. Donc il y a ce facteur-là. Il y a également l'ignorance, si je peux me permettre de le dire ainsi, l'ignorance de la population. C'est pour ça que un travail d'éducation doit continuer pour éduquer les populations quant aux bienfaits, quant à l'importance de consommer local. Comme ils viennent de le dire, on a cru comprendre dans leur interview qu'ils travaillaient avec les agriculteurs. Donc, si déjà la population est consciente du fait que en achetant un produit de chez moi, je fais du bien à un cultivateur qui peut être un parent lointain et je participe à l'économie de mon pays, ce serait une bonne chose. Donc, il faut l'éducation aussi. Ensuite, il faut trouver des stratégies pour mettre en place un circuit de distribution assez efficace. Et il faudrait également un partenariat assez effectif avec l'État qui puisse, pour ne pas dire obligé, mais créer un cadre réglementaire par rapport à la distribution de ces produits. Car en s'approchant des promoteurs, on se rend compte qu'ils font quand même le déplacement pour aller vers les distributeurs, certains supermarchés, comme on les appelle, mais ils sont réticents. Ils voudraient qu'on fasse des dépôts-ventes, ce qui ne les arrange pas vraiment. Alors que il peut y avoir des partenariats où l'on se dit pour telle boutique ou telle boutique, il faut au moins tel pourcentage de produits locaux, etc. Des petits trucs comme ça. Donc, pour ma part, c'est ce que je pense. Alors, merci. Voilà, merci, Dr Kapo. Il y a un an, pratiquement un an, que l'emphase est mise sur le concept consommer local. C'était en octobre de l'année passée, à travers des initiatives de sensibilisation. Qu'est-ce que cette initiative concrètement, est-ce que cette initiative a influé sur vos activités? Après le mois du consommer local, comment vos entreprises se portent-elles? Bien, je me permets de prendre... voilà. Effectivement, pendant le mois de consommation locale, il y a eu une grande campagne de communication et ça a attiré beaucoup plus de consommateurs, en tout cas vers Citrapat. Mais j'avoue que très rapidement, quand ce mois est passé, les choses sont retombées presque au néant. Donc pour moi, notre souhait, c'est peut-être de pouvoir communiquer de façon vraiment permanente pour amener beaucoup plus les consommateurs vers les produits de transformation. Oui, mais en la matière, comment est-ce que vous y prenez? Faire en sorte que la population connaisse vos produits et puisse adhérer à sa consommation. Est-ce que vous y travaillez? Comment est-ce que ça se fait? Oui, évidemment, nous travaillons très sérieusement en utilisant tous les outils de communication. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on est ici avec vous et nous profitons pour vous dire un sincère merci. Il y a aussi d'autres canaux de communication comme les affichages, comme les radios, comme les campagnes de terrain
que nous prenons des jeunes pour aller vers les boutiques, les consommateurs, présenter leurs produits. Donc tous ces canaux, nous les utilisons. En plus, nous avons mis un schéma de distribution qui permet, il y a les grossistes qui viennent acheter à l'usine et ils créent leur circuit de distribution à travers les grandes agglomérations, Lomé, Sokodé, Kara, Tapamé, Dapaon, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment nous sommes organisés. Maintenant, nous appuyons ces distributeurs par tous les canaux de communication, dont la télévision. Ok, alors vous qui produisez, bien qui faites dans le Made in Togo, est-ce que vous-même vous croyez en le consommer local? Monsieur Pierre, si nous ne croyons pas, nous n'allons pas investir autant de moyens financiers et d'énergie. Nous y croyons et certainement ça prend un peu du temps. Ça prend du temps parce que nos frères et sœurs peut-être ne font pas encore confiance, mais comme Dr Akapo l'a su bien dit, il y a une question de coût. Et je voudrais insister là-dessus que nos produits ne peuvent pas être compétitifs. Il faut être clair. En tout cas, dans le secteur agricole, ce n'est pas possible que nous soyons compétitifs par rapport aux produits importés peut-être de l'Afrique du Nord ou de l'Europe. Pour 2 ou 3 raisons. La matière première est chère. Et ça, c'est notre domaine. La matière première est chère parce que les rendements ne sont pas bons, les paysans sortent un petit rendement, tout ça. Donc, il faut travailler sur ces aspects. Et le second, même l'énergie. L'énergie, pour nous les transformateurs, l'énergie est très 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 chère pour nous. Donc, il y a tous ces facteurs qui font que nous ne pouvons pas être vraiment compétitifs par rapport aux gens qui importent des choses. C'est là-bas que nous demandons sérieusement que l'État soit de notre côté pour voir dans quelle mesure, c'est vrai, l'État ne peut pas dire aujourd'hui par rapport aux accords internationaux qu'ils ont signés, dire écoutez, nous arrêtons les importations. Mais il y a toujours des moyens habiles pour soutenir l'industrie locale. Et ça, que ce soit l'État ou nous les promoteurs, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas parce que nos produits ne sont pas compétitifs qu'on va abandonner. Parce que ça va même de la survie de nos États. On ne peut pas continuer de mettre de l'argent pour importer les biens d'équipement jusqu'à la nourriture, alors que nous pouvons produire. Il faut vraiment à un moment donné qu'on arrête et qu'on se mette sérieusement au travail. Alors, quelque part, docteur Akapo, est-ce que ce n'est pas parce que notre agriculture reste familiale et donc de substance que cela freine d'abord la promotion de la transformation des produits et aussi du fait que le coût reste accessible pour ceux qui arrivent à faire la transformation et à les mettre sur le marché? Oui, merci Monsieur Pierre. Oui, c'est vrai, il y a cet aspect-là. Dans les pays développés, comme on les appelle, il y a un travail de synergie qui se fait, où les transformateurs travaillent directement avec les agriculteurs et avec les scientifiques également, pour chercher à mettre sur pied peut-être les conditions pour avoir un très bon rendement. Un très bon rendement. Il y a des pays où, chez nous, nous suivons les saisons. Or, dans d'autres pays, on a suffisamment investi dans les recherches qui permettent de cultiver toute l'année, par exemple. Ça ferait naturellement baisser le coût de la matière première. Donc, je reviens là-dessus. Il faut un travail de collaboration entre tous les acteurs qui interviennent sur la chaîne, depuis les agriculteurs, en passant par les scientifiques, les pouvoirs publics, les transformateurs et les consommateurs.
Vous y avez... Je voudrais faire une proposition par rapport à ce que les autres ont déjà dit. En toute réalité, lorsque vous prenez l'exemple des sociétés Made in Togo, ceux qui produisent les produits locaux, par exemple, vous prenez au niveau des jus, je n'ai pas le jus d'ananas seul que nous allons prendre comme exemple, il y a plusieurs sociétés. Alors que la plupart utilisent les mêmes matières premières. À mon humble avis, ces sociétés gagneraient mieux si elles s'associent ensemble pour avoir l'effet de synergie sur l'effectif, bien la quantité de ce qu'ils auront à produire. À ce niveau, le gouvernement aussi devrait, par exemple, faire des facilités fiscales. Par exemple, une société qui produit, par exemple, de l'ananas, ou bien qui transforme de l'ananas en jus, ou bien qui fait le jus Kenkeliba, par exemple, qui produit Kenkeliba au Togo et qui le transforme en thé, par exemple. L'État devait dire que toutes ces sociétés-là, nous allons vous organiser à une holding, par exemple, pour que les équipements que la société utilise, que la société puisse utiliser aussi les mêmes équipements, et parce qu'il ne trouvera pas de temps mort en termes de production, autant que la matière qu'on prend pour produire tel produit fini, on finit la programmation, autant T plus 1, on prendra la matière première T plus 2 pour produire, ainsi de suite. Donc les gens ne seront plus obligés d'aller acheter l'équipement pour ma société A, pour que la personne X aussi achète d'autres équipements pour la société A, alors qu'ils sont tous dans la transformation presque des mêmes produits. Vous voyez ce que je voulais dire. Donc, en ce moment-là, l'État va dire, toutes les sociétés qui sont dans le secteur de la transformation des produits agricoles, par exemple, pour l'IS, l'impôt sur les sociétés, par exemple, nous allons faire une réduction au lieu de 28 ou bien quelque chose %, nous allons vous le faire à 10%. Ça va permettre à ces sociétés-là de recruter plus de main-d'œuvre et de réduire les charges fixes. Parce qu'aujourd'hui, comme vient de le dire le directeur de Citrapass, c'est les charges fixes qui font de telle sorte qu'ils sont obligés de vendre au coût qu'ils vendent aujourd'hui sur le marché. Et nous, les consommateurs, notre pouvoir d'achat étant toujours presque inexistant, nous sommes obligés de courir vers ce qui est moins cher. Et nous ignorons la qualité. Et donc le travail aujourd'hui, c'est aussi bien dans le camp de ceux qui investissent dans le secteur et dans la production, dans la transformation des produits agricoles, que dans le camp du gouvernement, des autorités de notre pays. C'est vrai, elle annonce des bonnes intentions, mais sauf que les bonnes intentions ne sont souvent pas, ne sont pas à la hauteur de la promesse des fleurs. De toute façon, il y a des facilités qui sont quand même accordées à ces entreprises-là, à ces gens-là qui osent investir dans le domaine. Je crois que M. Timon nous dira le partenariat qui existe, ou bien que vous avez aujourd'hui avec le gouvernement, quelle est sa nature? Bien, je dirais que tout dépend du niveau d'investissement. Par exemple, dans notre cas, quand nous devions investir, comme le montant était important, nous avons souscrit au schéma de... comment ça s'appelle? En tout cas, il y a des facilités qui permettent qu'on obtienne les exonérations des droits de douane sur les équipements qu'on importe. Voilà. Donc, en toute honnêteté, nous avons bénéficié de ça. Bon. Après, nous avons effectivement lancé, lancé la production. Aujourd'hui, le partenariat, je pense qu'il y a une certaine facilitation pour travailler avec les producteurs. Et je citerai un exemple où d'abord l'État a aménagé certaines parcelles qu'on appelle des ZAP, zones d'aménagement planifiées. Et sur ces ZAP, nous avons été conviés à prendre une partie pour produire le maïs. C'est déjà un pas, c'est déjà un grand pas, mais comme nous l'avons dit, encore une fois, quand on sème ce maïs,
on part à l'église pour prier que la pluie vienne. Et on ne peut pas compter sur cet état de choses pour développer une industrie. Nous, ce que nous souhaitons, que franchement l'État investisse énormément dans la maîtrise du paquet technique qui comprend la maîtrise d'eau, la mécanisation et je pense qu'à partir de cet instant, nous pouvons transformer et espérer être compétitifs. Maîtrise d'eau, mécanisation et semences améliorées, c'est largement suffisant pour qu'on soit compétitif. Sinon, en l'état actuel des choses, ça va être extrêmement difficile pour nous. Il faut qu'on le dise. Alors, et en l'état actuel, la production, ça se fait de façon saisonnière ou vous le faites en plein temps? Comment ça se passe? Non, c'est de façon saisonnière. Nous semons et puis, comme je l'ai dit tantôt, nous prions que la pluie soit régulière jusqu'à la récolte. Bon, si la pluie n'est pas régulière, on n'a pas de matière première pour faire tourner notre unité. Vous voyez, nous, on est capable de transformer 20 000 tonnes de maïs par an. 20 000 tonnes. C'est quand même... cette année, nous avons introduit une variété améliorée qui peut nous donner un minimum de 5 tonnes. Dans ce cas, il nous faut 4 000 hectares semés. Vous voyez, on ne peut pas aller faire semer 4 000 hectares et attendre qu'il pleuve. Voilà. Alors, Monsieur Gagnon, vous, aujourd'hui, comment ça se fait, le partenariat entre votre structure et le gouvernement? Nous avions écouté tout à l'heure votre chargé de ressources humaines qui nous disait qu'il y a le MIFA, le mécanisme d'incitation, voilà, à apporter un appui à votre secteur. Oui, effectivement, merci beaucoup, Monsieur Pierre. MIFA nous a apporté un financement puisque c'est un mécanisme que le gouvernement a mis sur pied pour aider nous, les transformateurs et d'autres qui sont dans le secteur agricole, agroalimentaire. Donc MIFA nous a apporté un financement qui nous a permis de pouvoir avoir des équipements pour pouvoir augmenter notre capacité de transformation. Puisqu'avant, on pouvait transformer au plus 5 tonnes par jour. Mais avec ce financement, on peut aller jusqu'à 10 tonnes d'ananas par jour. Oui, donc aussi, avec notre partenariat avec l'État, il y a un coaching qui se fait par le biais de la GIZ qui essaie d'éduquer les producteurs d'ananas dans toute la zone en les amenant à la pratique des bonnes mesures d'hygiène pour la production de l'ananas. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut, je reviens, où est-ce qu'il faut aujourd'hui manger local parce qu'il faut ou bien tenir compte de l'accessibilité des produits? Parce que nous voulons consommer local, il faut le consommer ou ceux qui produisent doivent tenir compte de l'accessibilité des produits avant de s'y engager. En toute réalité, une entreprise qui ne se crée pas pour la charité. Une entreprise se crée pour avoir des bénéfices. Et donc, en voulant aller sur le terrain, il faut savoir si vous aurez les matières premières constamment pour pouvoir produire. Et on ne produit pas pour les garder en magasin non plus, mais on produit pour des consommateurs. Et donc, si les gens font leur analyse, leur plan d'affaires de départ, ils doivent faire des analyses marketing et sociales pour voir est-ce qu'on a des consommateurs qui vont aimer nos produits. Est-ce qu'il y a le besoin là qui existe déjà? Si le besoin existe, lançons-vous. Il faut que nous lançons pour voir ce que nous allons satisfaire sur le marché. Si le besoin n'existe pas, alors refermez votre plan d'affaires et trouver d'autres opportunités, créneaux porteurs. Donc, je vais répondre à votre question en disant que s'ils veulent rester sur le marché, ils doivent s'assurer que la matière première existe. Au cas contraire, ce n'est plus conseillé de continuer. Maintenant, lorsqu'ils sont déjà installés,
ils doivent veiller de telle sorte que la matière première soit là pendant tout disponible en tout temps. Soit peut-être ils veulent exister pendant 5 ans et là ils vont acheter des équipements sans pouvoir rendre rentables les équipements. Ils ne peuvent pas payer ce qu'ils ont eu à faire comme prêt au niveau des institutions financières et ainsi de suite. Donc assurez-vous que vous avez les matières premières disponibles à tout temps avant de vous lancer dans la production ou dans la transformation des produits locaux. Au cas contraire, vous avez choisi de mourir vous-même. Docteur Kapou. Oui, merci Monsieur Pierre. J'irai dans le même sens. C'est tout à fait ça. Avant toute la création de toute entreprise, il faut faire des études par rapport aux consommateurs pour voir s'ils vont réellement adhérer à ce qu'on fait. Et c'est d'autant plus important dans le secteur de l'agroalimentaire parce que quand on parle de qualité, il y a la grande partie qui est destinée, qui est jugée par le consommateur. Vous pouvez beau dire que votre produit est de qualité, si le consommateur ne l'apprécie pas en bouche, ça ne passe pas. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il faut intégrer. Peut-être dans les études là, il faut intégrer des études d'analyse sensorielle par rapport à ce qu'on fait, faire goûter quand même les produits à un échantillon de population pour voir s'il adhère. Parce que bien souvent, nos produits locaux sont d'une identité culturelle. Par exemple, la pâte telle qu'on l'aime, dès que ça change un peu, on est un peu réticent. Donc, quand on veut produire un produit local, par exemple, il faut faire de telle sorte que ça ne s'éloigne pas trop de l'habitude alimentaire de la population. Oui, mais donc, quand nous prenons par exemple le maïs transformé au niveau de Citrapat, c'est dépouillé de tous les déchets et beaucoup plus enrichi, c'est cela? Oui, quand vous prenez le maïs chez nous, nous enlevons d'abord tout ce qui est déchets vous savez, en milieu rural, ce n'est pas évident que le traitement soit ce que nous voulons. Donc, il est complètement dépoussiéré. On le débarrasse des cailloux parce que ça dépend des aires de séchage, donc on trimballe les cailloux. Et puis même, il arrive qu'il y ait des débris de métaux, vous avez pu rencontrer ça, beaucoup d'oreilles de femmes, même de l'argent. Donc il y a un dispositif qui permet de soustraire tous ces débris-là, des débris de métaux, avant de l'envoyer à la mouture pour sortir un produit de qualité. En dehors de ça, nous n'ajoutons absolument rien. Ce n'est que du maïs 100%, pas d'additifs, pas de conservateurs. C'est un peu ça. Je devais ajouter aussi que n'oublions pas du tout la semoule. La semoule qui est encore appelée grit est utilisée par les industries brassicoles. C'est destiné également à la consommation humaine? Oui, bien sûr, parce que dans notre jeunesse, nous avons mangé la semoule, si vous avez souvenir. Elle était jaune parce que le maïs est jaune. Ça nous avait été envoyé par... C'est la même semoule que nous produisons. Mais un petit bémol, jusqu'ici, nos 2 brasseries au Togo n'utilisent pas notre semoule. Et pourquoi vous ne leur avez pas fait des yeux doux? Comment ça s'est passé? Nous continuons de leur faire les yeux doux, c'est notre bataille. Vous savez, pour les industries, c'est un peu compliqué. Elles craignent 2 choses, la qualité et la disponibilité. C'est très très important. Et on se retrouve parce qu'il n'y a pas de matière première, tout ça. Et c'est sur ces aspects que nous travaillons. Sur la qualité, on a mis tout en place. Le système de traçabilité, de contrôle de qualité, tout. Ça, c'est bouclé. À partir de cette année, nous avons encadré des producteurs qui ont mis sur place 2150 hectares pour nous. Et nous attendons un minimum de 10 000 tonnes qui nous permet de couvrir la production annuelle. Donc nous sommes aguerris. La question de disponibilité,
est réglée. Nous sommes donc aguerris à aller leur faire la cour et nous vous invitons à nous assister. D'accord, le moment venu, on verra et nous tirons vers la fin de ce numéro. Mais d'abord, on va faire le tour de table avec cette pensée que je partage avec vous. Ça vient d'un auteur. Tant que les Africains n'auront pas confiance en leurs produits locaux, ils consommeront européens. Y a-t-il des astuces pour valoriser les produits du continent? Qu'est-ce que cela vous inspire? Je commence à partir de ma droite. Oui, ça c'est une très belle pensée pour moi. Et je me dis, cet auteur a tout dit. C'est une question de survie pour nous. Sinon, nos pays, ça va être très, très, très difficile pour nous. Vous voyez, quand vous prenez la balance commerciale de nos pays, elle est toujours déficitaire, juste parce qu'on importe plus qu'on exporte. Moi, je me dis, pour corroborer ce que l'auteur a dit, au moins ce qui est de la nourriture, que nous soyons en mesure de produire ce que nous allons manger. Que je lisais le journal hier seulement, le ministre du Commerce disait on subventionne la farine de blé pour 4 milliards, on subventionne le riz pour 9 milliards, les importations. C'est pas normal. Nous pouvons produire tout ça chez nous. Et cette subvention va servir à autre chose. Donc, moi, je dis merci à cet auteur. Et si tous les Togolais peuvent comprendre cette pensée, je pense qu'on ne va plus être là à débattre de cette question de la qualité de produit. C'est notre job. Oui, mais l'autre aspect, c'est que vous qui faites aujourd'hui de la transformation, il faut que vous puissiez arriver à vous fédérer bien, à vous mettre en synergie pour pouvoir faire de sorte que les coûts de production reviennent un peu moins chers. C'est ce que les uns et les autres ont souligné tout à l'heure. Est-ce que vous y travaillez? Vous y avez une fois pensé? Oui, je crois qu'il y a plusieurs organisations déjà et nous on a été approchés par des organisations qui pour adhérer, pour qu'on ait un peu plus de synergie. Mais moi, quand je prends ma structure de coût, je ne pense pas que, honnêtement, c'est parce qu'on n'est pas fédéré qu'on n'est pas compétitif. Quand je prends ma structure de coût, c'est la matière première, c'est l'énergie, c'est les salaires, les amortissements des équipements. C'est les 4 structures de coût. C'est vrai, notre ami de LCT l'a dit, peut-être qu'en fédérant, on ne serait pas obligé d'acheter certains équipements. Mais quand vous prenez la structure de coût de tous les transformateurs, la matière première, c'est le plus grand coût. Après vient l'énergie, après c'est les salaires des employés et les équipements. Donc, ça fait que je ne vois pas trop. C'est vrai, si on parle, on fait une fédération, on peut pousser peut-être le pouvoir public à nous protéger davantage. Alors, pendant que vous avez la parole, votre mot de la fin. Bien, je voudrais tout simplement dire merci à la TVT à travers votre personne qui nous donne vraiment cette occasion de nous présenter aux consommateurs, aux téléspectateurs pour présenter ce que nous faisons. Et profiter aussi et remercier tous les téléspectateurs, les consommateurs togolais qui nous font confiance et inviter les autres à se joindre à nous parce que pour moi, c'est une question d'intérêt national. Ce n'est pas une question de M. Intimo ou M. le DG de Excel, non. C'est une question de fierté nationale qui est de pouvoir transformer nos produits. En transformant nos produits, on soutient nos pauvres parents qui sont au champ du matin jusqu'au soir
Parce que si lui n'a pas marché, il n'a pas le marché pour sa production, l'année prochaine, il ne va plus au champ. Et c'est tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je tiens sincèrement à les remercier et à faire un clin d'œil sur ce plateau aussi aux industries brassicoles du Togo, à chercher ne serait-ce que nous visiter pour voir si nous sommes capables de leur fournir des produits de qualité et si nous sommes capables de garantir la fourniture régulière de leurs besoins. Elles ont tout à gagner. Alors, le message est passé. Merci, monsieur Ntimo, d'être passé sur ce plateau. Tant que les Africains n'auront pas confiance en leurs produits locaux et consommeront toujours européens. Qu'est-ce que cela vous inspire, monsieur Gagnon? Merci beaucoup. En fait, c'est une belle pensée et qui résume tout également. Et nous devons faire confiance à nos produits locaux, raison pour laquelle Afrique Excel s'est mis à cœur de suivre les producteurs pour assurer la qualité de la matière première. Nous assurons la qualité de la matière première et la disponibilité de l'ananas sur toute l'année. Nous n'avons pas de rupture en termes de matière première, puisque l'ananas résiste à la chaleur et peut être planté sur toute l'année. Donc nous avons la matière première et l'accent aussi est porté sur la qualité. Nous voulons mettre sur le marché un produit de qualité, 100% naturel, qui contribue à la santé du Togolais. Donc nous voulons, par le biais de cette émission, amener les Togolais à faire confiance à ce que nous produisons chez nous, parce qu'il y a un suivi depuis l'origine jusqu'à le produit fini. Donc c'est tout à fait normal, puisque si nous ne consommons pas nos produits, nous faisons volatiliser nos ressources vers l'extérieur et le pays s'appauvrit. Merci beaucoup, monsieur Gagnon Sobo, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Tant que les Africains n'auront pas confiance en leurs produits locaux, ils consommeront toujours européens. Monsieur Sogadji, qu'est-ce que cela vous dit? J'ajoute qu'ils consommeront toujours étrangers. Ce n'est pas seulement que européens, parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à croire que ce qui vient de l'extérieur est meilleur que ce que nous voyons, ce qu'on produit chez nous. Et nous avons dit au départ qu'il est mieux que nous consommons un produit dont nous connaissons la source qu'un produit dont nous ne connaissons pas son origine. Donc pour nous, et pour la Ligue des consommateurs du Togo, nous encourageons les consommateurs, les téléspectateurs, ceux qui nous suivent actuellement, à essayer les produits locaux. Nous, on a eu l'opportunité de voyager, de voir comment ça se fait peut-être dans d'autres pays de l'Europe, tels que l'Allemagne. Et des gens, aujourd'hui, ils ne consomment uniquement que ce qu'ils produisent chez eux. Et donc, nous encourageons les Togolais, les consommateurs à essayer les produits locaux, par exemple les produits de Citrapras. Je ne vous fais pas de la publicité, mais j'invite les téléspectateurs à essayer les produits. Lorsqu'ils les essaient et il semble que c'est bon, qu'ils les adoptent. Et nous, on est là. Et lorsqu'ils essaient un produit local et ils constatent que le produit n'est pas adapté en matière de la qualité, en matière de tout, qui revient vers nous et nous prendrons notre bâton de pèlerin pour dire aux sociétés qu'on a eu des cas qui nous sont revenus où vos produits ne sont pas de bonne qualité. Et donc, s'ils ne les essaient pas, on ne peut pas savoir que les produits sont toujours de bonne qualité. Et nous voudrons encourager tous ceux qui produisent des produits locaux à faire la culture de la qualité pour que on va pas dire aux consommateurs de consommer local pour que ce soit de mauvais produits qu'ils consomment, mais que ce soit toujours de produits de qualité. Et donc pour finir, peut-être quand vous m'avez pas encore demandé de donner mon mot de fin, votre mot, vous l'avez. Je vous remercie de nous avoir invités sur ce plateau pour une émission dans laquelle nous avons toujours notre place et nous aurons toujours notre place pour parler aux consommateurs. Et j'invite aussi les autorités en charge du commerce, en charge du contrôle des produits sur le marché à
accentuer le contrôle pour qu'on puisse vérifier vraiment ce que on nous sert dans les rayons, dans les supermarchés et dans les boutiques, dans les quartiers. C'est très important. Les consommateurs, lorsqu'ils vivent aujourd'hui, ils continuent toujours à vous faire enrichir dans vos entreprises de demain. Merci beaucoup, M. Emmanuel Sogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo. Docteur Kakpo, technologue alimentaire, vous avez à dire pour conclure cette émission. Oui, M. Sogadi vient de dire quelque chose de très intéressant, que les Togolais aiment consommer ce qui vient d'ailleurs. Ils apprécient ce qui vient d'ailleurs. Et ça, j'aimerais souligner que ce sont les séquelles de la colonisation. Et comme je l'ai dit en début d'émission, ce n'est que l'éducation qui va permettre de surmonter cet état de choses. La Covid, la dernière fois, nous a montré qu'il a suffi qu'on ferme les frontières pour qu'on ait faim, alors que nous pouvons manger sur place. Et manger sur place, c'est vraiment soutenir ses proches, c'est vraiment soutenir ses parents, c'est vraiment faire prospérer son pays. Donc, j'encourage vraiment tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de faire cet effort-là. C'est vrai, on parle de pouvoir d'achat, mais c'est une décision. Il faut surtout voir le rapport qualité-prix. On ne demande pas de supprimer tous les produits importés dans ses habitudes alimentaires, mais de les limiter au maximum, parce que ce serait même irréaliste de demander ça. Donc d'intégrer au maximum les produits locaux dans notre alimentation. Oui. Je vous remercie pour l'invitation qui nous a permis encore d'éclairer la population sur ces mots qui nous minent. Merci à vous tous d'avoir répondu à cette invitation. C'est la fin de ce numéro du Togo en marche. On se retrouve le dernier jeudi du mois prochain pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien et excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.